Bon, d'abord, je voudrais souligner mon honneur, en fait. Je me sens honorée de parler après Francine Saillant et avant Solange Labatte, qui sont pour moi deux grandes figures intellectuelles, femmes. Wow, je vais arrêter de parler de ça, parce que sinon je serais pas de parler. Je pense que la demande aujourd'hui était de, moi aussi à mon tour, peut-être mettre la table, parce que je pense qu'aujourd'hui, on met la table pour que vous ayez tout prêt pour vous servir dans le menu du Brésil qui vous attend prochainement. Mais dans le cas qui m'a été proposé, c'est sûr que ça faisait en grande partie référence à ma thèse de doctorat qui porte sur le réseau de santé mentale de la ville de Campinas, qui est une ville qui va être au cœur de votre séjour. Et c'est à partir de ce point de vue-là, d'une personne que ça fait à peu près une dizaine d'années quand même que je vire et volte au Brésil sur différents fronts, mais toujours en me questionnant puis en m'intéressant au potentiel et à la singularité des pratiques sociales qu'on dit de gestion ou de démocratisation, mais dans le cadre des institutions publiques en devenir depuis la fin de la dictature au Brésil. Et je pense que le mandat était de mettre la table ici un peu en expliquant tout ce qui s'est institutionnalisé, tout ce qui s'est construit avec comme grand champ de lutte le droit à la santé et à la santé mentale. Donc, qu'est-ce qui, pour reprendre un peu où Francine nous a laissé, tout ce qui s'est construit après la deuxième dictature, là, donc on parle du tournant 65-85, autour de la question de l'égalité en santé et de la démocratisation et de l'accès en santé et en santé mentale, parce que c'est très interrelié entre la réforme sanitaire, donc qui est comme cette construction-là du mouvement, je suis un peu déconcentrée. Ce qui se passe, on est un petit groupe en fait. Je vais continuer. Donc, c'est ça. Alors, reprenons un peu mes esprits. Donc, ce que je propose aujourd'hui de faire rapidement, en 20 minutes, là, je pense que je vais devoir couper quand même un petit peu sur ma proposition initiale, c'est de faire une brève mise en contexte. Ça va ma voix comme ça? Oui. Oui, OK. Donc, une brève mise en contexte sur la réforme sanitaire et la réforme psychiatrique, mais dans leurs interrelations au niveau de la construction, finalement, de l'accès au droit à la santé et à une santé mentale pour tous. Après, je vais essayer d'aller un petit peu plus concrètement sur comment ça marche, finalement, dans le cas de Campinas, un cas très précis où on voit, finalement, s'interconnecter, se réaliser cette utopie, parce qu'on peut vraiment parler d'une utopie, comme Francine l'a soulevé, en termes de droit et d'accès pour tous, à cause d'un grand poids d'inégalités sociales et économiques sur lequel est traversée toutes les réalités urbaines. Alors, on va voir un peu comment ça marche. Le projet, un peu dans sa forme optimale, le réseau de la santé, les différents services que vous allez probablement rencontrer. Et je vais faire un aparté important en terminant sur la situation actuelle, qui est finalement le cœur de ma thèse, la crise d'un projet en devenir. Parce que je suis comme arrivée, dans les 8 mois que j'ai été un peu plongée dans ce réseau de santé mentale-là à Campinas, j'ai été plongée dans je dirais, comme un coït interrompu, vu qu'on est entre nous, là, mais tu sais, c'est comme le projet qui était dans son élan et qui se voit de plus en plus contraint à se faire démolir, à se faire déconstruire, alors même qu'on était sur le point de le rendre viable, de façon plus autonome, comme alternative sociale. Alors, premier point, la mise en contexte de la santé mentale au Brésil, rapidement, le réseau de santé mentale de Campinas est chapeauté par un grand projet. Et puis ça, je vais laisser Mme Labatte nous en parler plus en profondeur avec le terme clé qui est la santé collective, qui est une particularité de Campinas dans, je dirais, l'imaginaire symbolique et la culture politique qui la caractérise et qui est au cœur des discours et
des politiques sociales qui se sont construites dans cette ville-là. Mais un mot d'abord donc sur le SUS, le système unique de santé. Dans la mouvance de la démocratisation à la fin de la deuxième dictature, comme Francine nous en a parlé, on voit naître un moment charnière, là, presque en même temps ou peu après la constitution brésilienne, toute une conférence et des moments de rencontre de militants qui, un peu comme, je vais souvent dire ça dans ma présentation, comme Francine le soulignait, qui étaient en incubation durant la dictature, mais mobilisés par cette volonté de donner accès à la santé pour tous et de donner des droits pour une santé mentale à tous les gens. Donc, on voyait dans plusieurs municipalités, et particulièrement Campinas, Fluminense, il y a des villes de moyenne grosseur, parce que Rio et São Paulo, par exemple, étaient des villes maîtresses capitales qui étaient encore très dominées par le fédéral, qui était la source, je dirais, principale de pouvoir de la dictature. Alors, dans des plus petites municipalités, on voyait naître toutes sortes d'initiatives par des médecins, des infirmiers, des infirmières et toutes sortes de professionnels de la santé, toutes sortes de services pour pouvoir garantir ce droit à la santé-là, avec des alliances avec les communautés religieuses, les communautés ecclésiastiques de base, avec aussi des mécènes. Et puis, dans le cas de Campinas, on va voir bien comment ça se déploie. Et c'est tout ce maillage-là qui a contribué peu à peu à construire un futur système unique de santé publique basé dans les municipalités. Donc, qu'est-ce qui est à l'origine d'une des pièces fondatrices du système unique de santé? La municipalisation de la santé. C'est finalement toute cette dictature antérieure qui nous permettait de pouvoir avoir une certaine marge de liberté, puis une volonté de construire tout ça à une échelle municipale. Et c'est devenu quelque chose qui s'est affirmé lorsqu'on a eu la coup des franges avec la fin de la dictature pour dire, écoutez, nous, si on construit un système de santé unique pour donner accès aux droits de la santé à tous, eh bien, ça va se faire à une échelle municipale parce que c'est comme ça qu'on peut être proche des populations, qu'on peut avoir une vision territoriale, qu'on peut construire tout ce qui est nécessaire pour donner accès à la santé pour tous dans une perspective, et là j'insiste là-dessus, de démocratisation. Hein, et dans une perspective globale qui ne touchera pas juste aux droits de la santé, mais vraiment au bien-être dans sa perspective globale. Donc, on s'allie à toutes les mouvances alternatives qui étaient en incubation là, durant la dictature pour construire toutes sortes d'initiatives. On fait des partenariats aussi dans la construction du SUS à l'échelle nationale, là, ces points-là, entre des organisations philanthropiques, et puis là, on peut mettre religieuses dans ce terme, et aussi privées. Et ce qui caractérise depuis son origine, à cause des compromis qu'on devait faire avec ces institutions philanthropiques-là qui étaient fortes, c'est évidemment un sous-financement chronique. Sur le plan de la santé mentale, eh bien évidemment, tout le réseau de services institutionnels publics qu'on peut voir aujourd'hui est le fruit de grandes luttes du mouvement anti-asilaire, dont je ne suis pas une spécialiste. Là. Je pense que Paula brille par son absence aujourd'hui, et peut-être que Mme Labatte et Thaïs pourront compléter là, dans les détails de ça au cours de vos réflexions collectives. Mais ce qui est important de savoir pour notre discussion ici, c'est que les mouvements anti-asilaires vont prendre une place très importante dans une volonté d'institutionnaliser et de créer des services dans la communauté, à l'intérieur même de ce système unique de santé-là qui est en train de se créer, en affirmant surtout, et c'est assez récent, une loi en 2002, qui est la loi de la réforme psychiatrique, qui va vraiment mettre la place dans les structures étatiques pour que se déploie l'ensemble des ressources. Un peu avant, ou en amont ou en aval, s'est créé le cœur de l'institution, je dirais, de la désinstitutionnalisation, qui est le CAPS, le Centre d'attention psychosociale. Je vais vous en parler plus dans le détail dans ma section comment ça marche, là. Et il y en a de différentes sortes. Là, ici, j'ai énuméré le 1, 2, 3.
Je soulignerai parce que je l'ai mis sur mon PowerPoint, là, même si c'est peut-être pas le bon moment pour en parler. C'est, je dirais, le 1 étant plus un hôpital de jour, un lieu comme un centre de crise d'accueil pour les personnes là, vivant des problèmes de santé mentale. Le deuxième offre un peu plus de services. Et le cœur, je dirais, du projet là, anti-asilaire se concentre dans la radicalité du projet du CAPS 3, qui dit toute crise, le grand pari de cet établissement-là est de dire que toute crise psychique ou autre se vit dans la communauté au lieu de se vivre dans les hôpitaux psychiatriques. Et le CAPS 3 est là pour accueillir ça avec des lits et une équipe multidisciplinaire, un service ou une intention de service 24 heures, des portes ouvertes, tu viens quand tu en sens besoin et tu repars lorsque tu en as plus de besoin. Et aussi, tu vas être accompagné sur tout le long de ton parcours et de tes défis dans la vie, pas seulement quand tu vis la crise. C'est-à-dire que le psychologue qui est là avec toi dans la crise, ben c'est lui qui va aller chez toi pour te donner des médicaments si tu en as besoin, qui voit si... je viens de dire quelque chose de complètement délicat à ces spécialistes du gant. Non, mais dans le sens où qui est là à discuter avec toi dans ta vie, tout le long de ta vie. Retirer un peu là, ce que j'ai fait à l'allusion aux médicaments, mais pas seulement dans le moment de la crise. Alors, c'est ça le pari du Centre d'attention psychosociale, résumant là. Et qui va être une loi, une politique qui va s'instituer graduellement. Donc, ça, c'est un peu la table. Le cas de Campinas. Alors, c'est là qu'on voit clairement comment se vit ces deux forces-là de la réforme sanitaire et réforme psychiatrique dans tout son déploiement, parce que Campinas, c'est une ville où le mouvement de la réforme sanitaire et de la municipalisation des services de santé, donc qui vont affirmer politiquement l'importance que la ville gère les services de santé pour avoir plus de marge de liberté de faire des projets plus progressistes, joue un rôle national fondamental. C'est un pilier, une pionnière, au même titre que Fluminense et, je crois, Santos. Dans l'histoire, on parle des années 50-60, jusqu'à ce que ça soit prêt au moment là, de la fin de la dictature. Campinas, donc, avec toute cette équipe de militants qui vont à la fois jouer des rôles dans les universités et dans la politique municipale, vont contribuer peu à peu à diviser le territoire en 5 districts de santé. Alors là, j'ai une petite map que j'ai trouvée. Donc, ça, c'est Campinas, avec ses 5 districts de santé. Rapidement. Et puis, ben, le pari du territoire, c'est un peu comme un C3S au Québec. Hein? On va offrir des services de santé de première ligne, mais aussi des services de santé mentale dans une logique territoriale. Et ça date de même durant la dictature. Ça a été potentialisé par la logique de municipalisation. Et c'est depuis cette période-là qu'on voit peu à peu se dessiner ces frontières territoriales-là. Et j'attirerai votre attention sur l'importance de la disparité socio-économique de ces régions-là. Et comme le soulignait d'ailleurs Solange lors de notre dîner, la disparité socio-économique est là. Et par exemple, le sud et le sud-ouest, donc qui sont les zones ici, ici, ces deux zones-là, c'est les zones les plus pauvres, les plus défavorisées de Campinas, comparativement. La sud et sud-ouest. Retenez plus sud et sud-ouest parce que vous allez être amené à aller probablement visiter des services dans ces régions-là. Oui? Je connais pas beaucoup le Brésil, mais est-ce que tu montres Campinas, est-ce que c'est une ville, un État? Oui, c'est une ville, oui, excusez-moi. C'est une ville, on est dans le 1,5 million. Ouais, c'est à peu près comparable à Montréal. Je voulais juste demander à peu près la grandeur du territoire de la ville. C'est des bonnes questions. J'avoue que je suis allée avec une petite map de même, là, puis un peu dépourvue. En bas. Je suis une mauvaise sociologue en termes de... La superficie de la ville, Madame Labatte, est-ce que vous savez? Pas moins un kilomètre da cidade. Ok, bon, là, non, mais c'est juste parce que... Mais c'est quand même assez dense, je vous dirais. Ouais.
Et ce qui est important à savoir, et c'est ça que Mme Labatte me faisait souligner, c'est que au niveau des services alternatifs engagés politiquement, progressistes au niveau des modes de fonctionnement démocratique et militants, ça va surtout être dans les régions pauvres. Donc, ça fait écho avec ce que Mme Saillant soulignait sur le fait que les mouvements locaux avec une intention de lutter pour la pauvreté, lutter pour l'exclusion, on voit ça à Campinas, là. C'est dans ces régions-là qu'on va ressentir l'engagement des travailleurs pour la construction de services publics alternatifs accessibles à tous. Et c'est là qu'on retrouve les plus gros défis en termes d'organisation sociale de la santé. Je vais revenir ici rapidement. Là, nous, on va visiter oui, c'est ça. Integração, c'est au noroeste. Vocês vão visitar a integração, que vai perder o local, e tem toda essa luta, enfim. Bom, Então, mas só pode mostrar que é o noroeste ali naquele cantinho. Ok, vocês vão visitar o noroeste também. Et moi, ma recherche portait sur la sud-ouest ici. Et voilà. Donc, c'est des... est-ce que vous allez visiter aussi la sud-ouest ou... Non. Juste le CAPS Intégration. Bon, mais ça va être fascinant pour ça. Je pense que je vais y aller rapidement pour qu'on arrive au CAPS, parce que le cas de CAPS Intégration est particulièrement intéressant dans la crise que je suis en train de parler. Intégration. Oui, c'est ça, je pensais. Le CAPS, Centre d'attention psychosociale. Oui, ça va. Alors, je suis un peu lente dans ma mise de table. Donc, division en districts, création de centres de santé, qui est un acteur important pour comprendre le réseau de santé mentale, qui, pour faire une comparaison un peu simple, comme un peu le CLSC. Donc, c'est la première ligne, l'accès aux services de programmes de santé de la famille, mais aussi la première porte d'entrée, souvent pour une personne qui vit un problème de santé mentale, qui n'a aucune ressource dans les différents quartiers, elle s'en va au centre de santé. Et ça, il y en a dans chaque district. En fait, on va construire un district à partir de l'établissement de ces centres de santé-là. Et si, par exemple, les personnes du centre de santé considèrent que c'est un problème de santé mentale plus aigu, vont référer au CAPS. C'est une porte d'entrée assez importante. Autre fait général pour le cas de Campinas, c'est qu'il était constitué à l'origine, parce qu'on est un peu dans les années 50, là, dans ce que je souligne en termes de mettre la table, c'est qu'il y a 2 hôpitaux psychiatriques qui étaient finalement la seule ressource en santé mentale durant plusieurs années, jusque dans les années 80-90. Il n'y avait rien d'autre? Il n'y avait rien d'autre. Et peut-être... Les Hein? autres sont faits des... Oui, c'est ça, j'y arrive. Il n'y avait rien d'autre, ou peut-être, oui, certaines études spécifiques de certaines, mais vraiment, là, c'était la seule chose qui constituait l'alternative. Comment, par exemple, le Cândido Ferreira, qui est un acteur fondamental que vous devez vous rappeler de ce nom, a été créé, mais c'était un propriétaire terrien, ou en tout cas un riche, influent économiquement dans Campinas, et cet homme-là avait dû être confronté dans sa vie par la question de la santé mentale et tout ça, s'est allié de psychiatre. Il était peut-être psychiatre lui-même, là, je ne suis pas au fait de tous les détails, et a décidé, devant l'absence complète de services de santé mentale dans sa ville, parce qu'on était en dictature, on n'était pas dans l'organisation collective de l'État en termes des besoins de santé mentale, a décidé de créer un hôpital psychiatrique. Et ça devenait la seule ressource. Et cet hôpital psychiatrique-là était dans une des régions les moins peuplées du Brésil, de la ville, perché, là, c'est au nord, hein, c'est ça, perché ici, dans la forêt. Alors, si toi, tu habitais ici, tu étais pauvre, défavorisé, mais ta cousine avait un problème de santé mentale grave, elle allait vivre là pour toujours, pour des années, sans aucun transport public décent pour y arriver ou des choses comme ça. Alors, c'était ce qu'il y avait, comme ressources à une certaine époque. Donc, ça, c'est le prélude un peu du réseau de santé mentale. C'est ça qui était la situation jusqu'à dernièrement. Ici, j'ai une photo d'un centre de santé pour donner un exemple un peu de la précarité.
Bon, parenthèse, mais c'était complexe. Donc, à partir de ça, une division en district qui s'était faite avec des luttes de municipalisation, 2 hôpitaux psychiatriques, commence à se mettre en place, se mobilise un ensemble d'acteurs, des mouvements sociaux, avec au cœur la volonté de créer un droit pour la santé mentale pour tous. L'UNICAM, qui est l'université d'attache qui est impliquée directement avec la RUC, et plusieurs professeurs militants comme Solange. La municipalité aussi, qui joue un rôle important avec ses structures délibérantes qui ont été créées avec l'implantation du système unique de santé, puis son souci, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, de démocratisation. Je vais y aller rapide, mais il y a différents... Dans la loi là, qui vient avec l'établissement du système unique de santé, il y a une obligation institutionnelle de créer des espaces de délibération à la fois à l'échelle fédérale, municipale, districtale, ça c'est une innovation de Campinas, là, mais aussi locale dans chaque service. Alors, la municipalité vient jouer un rôle, entre autres, par l'établissement de ces espaces de prise de parole, mais aussi par les limites et les possibles qu'elle va permettre. Et le candidat Ferreira. Donc, entre autres, là, je peux en énumérer d'autres, mais ce sont 4 acteurs importants qui vont s'organiser puis se consolider pour créer le réseau de santé mentale comme on le connaît aujourd'hui. Ils vont créer une multitude de dispositifs institutionnels avec l'aval des lois fédérales et des politiques fédérales. Rappelez-vous, la loi de réforme psychiatrique en 2002 qui va aider à venir appuyer finalement les intentions politiques des conseillers municipaux, du secrétaire de la santé, qui est comme un peu leur ministre de la Santé, à dire, OK, bon, bien, en suivant les lois fédérales, je vais fermer le Tibirissa, qui a été une des premières étapes qui s'est faite dans le réseau de santé mentale. Ils ont fermé le pire des 2 hôpitaux psychiatriques en présence. Et là, l'ensemble des personnes qui étaient dans ces hôpitaux-là, ce sont les travailleurs, les usagers, se sont concentrés autour de dispositifs institutionnels qu'on appelle les centres d'attention psychosociale. C'était la nouvelle référence de la désinstitutionnalisation. Et du Tibirissa est née une pression pour créer d'autres services et un engagement de l'UNICAMP, de la municipalité, puis de certains mouvements sociaux pour que ces établissements-là aient lieu. Et là, chaque CAPS a derrière lui une histoire de mobilisation politique. Par exemple, le nom des CAPS, c'est souvent le nom d'un militant. Dans le cas de celui que j'ai étudié, c'est un militant marxiste, communiste, David Capistran, engagé socialement. Chaque CAPS, on va avoir des anniversaires à célébrer où on remémore la création du CAPS. Il y a tout un univers de culture politique, de sens, d'imaginaire, d'utopie qui se fait quand aussi tu écoutes les acteurs parler de ces différents établissements alternatifs-là. Ils sont aussi par ailleurs critiques, là, surtout dans le contexte de crise, mais là je relève plus le côté de fierté qui se dégage aussi dans la construction d'un projet qui fait sens aux yeux des valeurs de la réforme sanitaire, droit de santé pour tous, mais aussi aux yeux des valeurs de la réforme psychiatrique et du mouvement anti-asilaire. Autre ressource qu'on retrouve pour énumérer un peu là, les dispositifs institutionnels qui se sont créés avec le démantèlement du Tibirissa et par la suite du Candido, c'est les centres de convivencia. Probablement, convivencia, c'est convivence. Est-ce un mot québécois? Cohabitation. Ça, vraiment, j'ai un problème. Là, Vivre ensemble. Les centres de vivre ensemble. On dirait qu'il y a des petites fleurs, puis Jésus avant. Harmonieuse. C'est convivialité. Centre de vie. Convivialité. Centre de convivialité. C'est plus beau que milieu de jour. Oui. Oui, milieu de jour, ça c'est clair. Les centres, donc, c'est un espace plus social où on offre des activités culturelles aux personnes, particulièrement aux personnes qui ont vécu des épreuves au niveau de la santé mentale. C'est une alternative pour les personnes qui vivent des problèmes de santé mentale plus légers. Au lieu d'aller au CAPS, on fait un suivi avec les centres de convivencia.
un ensemble de paradoxes parce qu'on dit que c'est des centres culturels pour la communauté. Est-ce que j'ai le fixe sur toi, là, mais je suis pas... je prends tout le temps le Moi, je texte. Mais on dit de ces centres-là que c'est des centres culturels pour la communauté au complet. Mais avec une proposition puis un incitatif qui vient d'abord de la réforme psychiatrique. Sauf que le pari de mixité... Centre social, centre socioculturel. Ouais. Socioculturel. C'est socio-culturel. On fait des cours de tricot, il y a des cours de peinture. Mais le pari, moi, là, je fais un petit aparté éditorial, là. Le pari de la mixité, là, il n'y a pas beaucoup de gens de la communauté dans les deux centres comment on dit ça, de convivialité que j'ai observé qui se fait. C'est beaucoup plus les personnes avec les problèmes de santé mentale qui se font référer par le CAPS, par les centres de... Déjà, je vais référer. Oui! Ben, j'ai une meilleure comment on pourrait dire, qui se font informer de l'existence des ressources dans ces milieux-là. On va visiter un d'abord. Ouais, bon. Il faut que j'arrive au paradoxe, fait que je vais aller vite. Autre ressource alternative qui a été créée, c'est l'aile psychiatrique dans les hôpitaux généraux. Ça, c'est vraiment un grand acquis. Là. Il y en a un que Davison, que vous avez connu, est un acteur important dans la consolidation d'une des deuxièmes... deuxième, hein, il y en a deux. Une des deuxièmes ailes de soins psychiatriques dans un hôpital général. Ça c'est polémique, mais c'est quand même quelque chose qui s'offre comme alternative quand le CAPS ne peut plus rendre compte. Et dans les CAPS, tu as de tout, hein, dans les philosophies. Il y en a qui sont contre ça, il y en a qui sont en faveur, etc. Juste parenthèse sur le démantèlement du deuxième hôpital psychiatrique, qui est le Cândido Ferreira. Il ne s'est pas encore terminé. Il s'est créé dans un projet de co-gestion avec la ville, dans une logique de création des ressources alternatives à l'intérieur même des infrastructures de l'ancien hôpital psychiatrique et dans un projet alternatif de créer des noyaux de... allez-vous aller visiter le Cândido? Oui. Yes. Ça, c'est important. De noyaux de travail, de noyaux d'ateliers de travail, d'économie sociale, et toutes sortes de services qui transigent autour du Nucleo de Retaguarda, d'un lieu où on interne encore dans l'hôpital psychiatrique. Mais là, vous allez trouver de tout dans les gens que vous allez rencontrer. Des gens qui vont dire « Oui, mais c'est pas vraiment un hôpital psychiatrique, on n'est pas vraiment ça. On a eu plein de projets depuis une vingtaine d'années progressistes avec le gouvernement du PT pour rendre ça plus accessible, plus humain. » Et il y en a d'autres qui vont dire « Non, il faut abolir cette place-là. Il y a des gens qui ont toujours été dans ces hôpitaux-là. » Comme si l'enjeu de l'internement, ça aussi c'est un portugisme, là, mais l'enjeu de l'institutionnalisation était le cœur de la lutte, finalement, dans un contexte institutionnel. Autour du discours sur est-ce que le Cândido Ferreira dans ses services doit ou non être fermé. Ça, là, ça va peut-être à l'aéroport, ça va vous arriver comme enjeu et argumentation. Et ça va être intéressant d'avoir votre avis là-dessus. Là. L'idée, c'est qu'on suit le débat par la suite. Donc, d'autres dispositifs, des appuyeurs en santé qui sont comme, en fait, l'appui, ça, tu vois, c'est un fruit de toutes les initiatives de démocratisation inspirées de la réforme sanitaire et d'un système de santé qui a à cœur une démocratisation des institutions post-dictature. Donc, et c'est des acteurs, un peu comme des facilitateurs d'organisation du réseau de la santé. Genre de gestionnaire qui n'a pas de formation en management ou en qualité totale, qui est souvent un psychologue plus militant, qu'on va avoir vu dans plusieurs tribunes prendre la parole, s'engager politiquement, et qui finalement va se faire un capital social au profit d'un poste de leader dans la construction de réseaux sur le plan de la santé dentaire, dans le cas d'un appuyeur en santé dentaire, sur le plan de la santé mentale, dans le cas du champ de la santé mentale. Et les psychologues, c'est évidemment dans le champ de la santé mentale. En dentaire, ça va être un dentiste et tout ça. Et ces appuyeurs de la santé se regroupent à une échelle du district pour consolider les relations puis créer de la communauté. C'est comme des organisateurs communautaires, mais qui ont des responsabilités de cadre, parce qu'ils vont évaluer parfois les coordonnateurs de services, les coordonnateurs de CAPS, ils vont informer des coupures,
mais avec une vision critique incroyable dans leur façon de faire et de travailler. Là. Du moins de ce que j'ai observé. Payé par la ville? Payé par la ville. Oui, oui, c'est un acteur de l'État. C'est un fonctionnaire public. Là. Tout ça, c'est dans les réseaux publics. Oui, oui, je suis juste dans le public. Là. Tout ça. Que veux-tu dire par institutionnel et matriciel? Oui, point important, j'essaie d'aller vite. Là. Institutionnel, c'est à une échelle, c'est ce que je viens de vous définir comme personnage. Le matriciel, c'est un thérapeute, non, j'ai dit en portugais, un ergothérapeute, un psychologue qui travaille à l'intérieur du centre d'attention psychosociale, donc du CAPS, et qui va appuyer le centre de santé, CLSC en guillemets, dans la référence ou dans l'organisation des suivis auprès des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Okay. Oui, 3 minutes. Alors, et évidemment, l'autre service dans le réseau alternatif public, dans le réseau public, là, mais que eux considèrent comme alternatif aussi, substitutif, dis-je, c'est les services de première ligne dans les centres de santé. Parce que dans le grand projet fondateur, on voulait des psychologues, des ergothérapeutes ou même des psychiatres à l'intérieur, des équipes de santé mentale finalement dans les centres de santé, de santé générale, pour référer, pour mieux orienter, pour offrir quelque chose d'encore plus dans la communauté sans avoir besoin d'aller dans le CAPS, qui est un peu comme un centre de crise, à la fois un centre de référence aussi pour se trouver un logement, qui joue vraiment un rôle psychosocial dans la vie des personnes ayant vécu des problèmes de santé mentale. Voilà. Un peu le projet, et tout ça interrelié par des espaces de concertation émergents, mais aussi institués par la loi de démocratisation de la réforme sanitaire au Brésil. Bon, comment ça marche? J'en ai un peu parlé dans le fond. Là. Je fais du diagonal avec cette diapositive-là. C'est que tu as des espaces collectifs d'organisation dans le district, la rencontre des appuyeurs que je disais tout à l'heure, le conseil de district qui est une originalité de Campinas, qui a poussé la loi de la réforme sanitaire un peu plus loin. C'est-à-dire que le SUS, avec sa volonté de démocratisation, a dit on doit créer un conseil municipal de santé où il y a des citoyens qui viennent dire leur avis sur le système de santé et tout ça, mais et aussi dans les différents services, comme par exemple les centres de santé ou les CAPS. Et la ville de Campinas a dit mais nous en faut un aussi par territoire, un espace de délibération avec des représentants, des conseillers, usagers, travailleurs, gestionnaires. Donc, c'est un autre dispositif. Dans le CAPS 3, je l'ai dit tout à l'heure, porte ouverte 24 heures, équipe interdisciplinaire, ça ne se fait pas au détriment de beaucoup de tensions. Espace collectif de coordination, ça c'est ce qui était le cœur de ma thèse, qui était assez fascinant, au niveau du collégial de gestion, qui inclut des usagers qui viennent dire comment on voudrait que ça s'organise les services et tout ça. Ça, c'est le projet utopique. Dans les faits, il y a des limites. Et le conseil local, qui est le dispositif de la réforme sanitaire, qui impose à toutes les organisations publiques de santé d'avoir leur espace de délibération dans les services. Et les espaces collectifs et cliniques, rapidement, là, le CAPS, Centre d'attention psychosociale, depuis la politique fédérale proposée, c'est construit une espèce de structure générale qui inclut une assemblée des personnes utilisatrices qui a lieu, ça serait le fun que vous ayez le temps d'observer ça, où l'on débat de thèmes que les usagers, excusez-le, je vais vite, que les personnes utilisatrices présentent. En tout cas, j'ai tout le côté critique que je n'aborde pas parce qu'il faut d'abord que je vous explique c'est quoi. On ira avec le côté critique à votre retour. Puis après, je vous parlerai de la mienne. Là. Mais c'est des thèmes comme la nourriture ou le papier de toilette. C'est vraiment des choses très basiques. Mais des fois, tu as des intrusions plus politiques. Groupe de référence clinique, les ateliers, hop, des photos. Voici le CAPS David, un exemple. Ça, c'est l'entrée, l'espace de convivence dans le CAPS. Seulement pour dire, ces assemblées, ateliers, tout ça que tu as nommé, ça arrive à chaque semaine. C'est quelque chose comme ça, c'est pas comme ici une fois à l'année, chaque semaine. Je dois, Isabelle, si tu as des éléments de conclusion, ouais. Ça, c'est nous allons avoir l'occasion. Isabelle est ici, elle reste ici, elle fait sa thèse, puis on aura de multiples occasions de revenir discuter avec elle. OK, bon, rapidement, la crise. C'est ça.
Il y a eu Campinas, là, vous arrivez dans un milieu effervescent total. Le CAPS Intégration que vous allez visiter, parce que je continue d'être dans les réseaux, se voit menacé de se faire fermer son local, qui a été un local, le fruit de lutte de personnes utilisatrices, de travailleurs, de gestionnaires pour avoir ce local-là, qui est adapté aux besoins d'un centre d'attention psychosociale. Et par souci de clarté, froidement comptable entre qu'est-ce qui appartient à la municipalité et qu'est-ce qui appartient aux candidats dans l'organisation de l'administration, puis des salaires, puis des locaux, puis des matériels et tout ça, là, entre le privé et le public, se fait dire par la coordination que, ben, désolé, mais on ferme les portes. Et la phrase de la coordonnatrice de la santé mentale, très, très limpidement, a dit « Ben, c'est mieux de perdre un local que de perdre le lien avec vous, les travailleurs. Donc, entre vos salaires puis le local, on préfère les salaires. Donc, je ne sais pas c'est quoi la transition, mais ils vont... En tout cas, vous allez avoir des détails que je n'ai pas, là, mais ils vont peut-être être des intervenants de rue pendant un temps avant qu'ils trouvent un autre local qui ne sera pas adapté à leurs besoins parce que la condition géographique et territoriale du territoire où ils sont situés n'offre pas d'autres espaces pour les CAPS. Et ça, c'est juste un exemple d'un ensemble de démantèlements que j'ai observé. Parce que j'ai été un témoin privilégié du passage de la lutte pour la construction de ce réseau-là à une lutte pour sa survie. Et des fois, c'est des évidences qui ne sont même pas considérées à cause du gouvernement en place actuellement, qui est vraiment en faveur d'une privatisation. Et ce qui catalyse la mobilisation sociale. Ces cartons bruns-là, vous allez sûrement en voir. Il y a vraiment beaucoup de gens, et ça fait un petit lien avec la fin de Mme Francine, c'est que la mouvance de 2013 qu'on a vu exploser l'an dernier, fait écho avec un ras-le-bol profond des travailleurs de Campinas qui s'organisent. Pour la première fois, on a l'organisation de travailleurs précaires, donc qui ne sont même pas fonctionnaires publics, qui s'allient aux fonctionnaires publics, qui s'allient aux utilisateurs, quelque part. Mais c'est surtout eux là, qui dénoncent un ensemble de privatisation et de coupures là, aberrantes. Quand tu parles de carton brun, ce sont les affiches. Oui, ben, moi je trouve ça fascinant. C'est des rouleaux de Scott Tower recyclés, des fois, là, qui peinturent un peu sur le coin d'une table avec les usagers ou pas n'importe où tout le temps. Là. Moi, c'est un analyseur intéressant de suivre ces cartons-là. Bye bye, il faut que je m'en aille parce que Solange a tellement de belles choses à vous dire sur le réseau. Merci. Voilà. Ah, super. Donc, on va te mettre au courant de la suite en revenant. Ah oui, puis je vais vous parler de ma vision critique aussi. Et nous, on sera dans une réunion, Isa, pour que tu vas vraiment avoir envie d'être avec nous, dans une réunion du conseil municipal qui va en fait discuter un peu cet enjeu privatisation, candidat et tout ça. Mais ça va être vraiment décisif. On va assister, on va assister là, si on a l'énergie de le faire, parce que c'est pas le soir. Et je pense qu'on va avoir les cartons bleus. C'est vraiment, vraiment quelque chose. Les dernières réunions, là, c'est... Ah non, c'est fou. Et c'est comme si moi j'avais assisté finalement au début de l'intensification de la radicalisation de ce ras-le-bol. Alors, oui, vous allez voir des pratiques intéressantes, mais vous allez surtout rencontrer des enjeux sociopolitiques de précarisation des services publics qui vont pouvoir nous alimenter dans nos propres luttes ici. Et c'est là qu'on devient pas mal cousins, là, à mes yeux. Ben oui. Merci beaucoup. Isabelle! Désolée de... Non. Et il y a un autre cas qui s'appelle Toninho. Oui, Toninho, ok. C'est le maire de Campinas qui a été assassiné en 2001. Alors, nous sommes dans les rythmes du sud. Et donc, nous allons dîner un petit peu plus tard. On a même ça à faire aujourd'hui. Alors, voilà, ça fait partie de l'apprentissage pour vous préparer au voyage. Moi, je pense que... Moi, je vais quitter là, maintenant. Parce que tu as une enfant. Moi, je pense que la